bienvenue dans Μαθητικές Συνειδήσεις. Cette série de podcasts est une production de l'équipe journalistique de l'école franco-hellénique Saint-Joseph. Elle va à la rencontre de personnalités éminentes qui nous ont fait l'honneur de nous accorder une interview. L'invité distingué qui inaugure cette série de podcasts, c'est le docteur Nicolas Christodoulou, directeur du service des examens DELF Sorbonne, président de la MOPA Hellas et écrivain. Lors de cette interview, qui a eu lieu dans les locaux accueillants de l'Institut français de Grèce, Dr Christodoulou a partagé avec nous non seulement ses souvenirs de son île natale, Chypre, et des étapes marquantes de son parcours académique et professionnel, mais aussi son amour et sa profonde connaissance de la langue et de la culture française en tant que vecteur de valeurs universelles. Je vais commencer par quelques questions personnelles pour mieux vous connaître. Alors, vous avez une triple nationalité, hellénique, française et chypriote. Pouvez-vous nous en parler? Oui, on va dire une double nationalité et une triple citoyenneté, parce que les Chypriotes ont la nationalité grecque et la citoyenneté chypriote. Je vous donne cette explication pour comprendre pourquoi il y a très souvent cette difficulté entre nationalité et citoyenneté. Mais bon, vous avez raison, parce qu'à l'étranger, on dit triple nationalité. Et comment ça se fait que j'ai la triple nationalité? Bon, je suis né à Chypre, et à l'âge de 13 ans, il y avait la guerre, l'invasion de la Turquie, et je suis parti, je suis venu à Athènes, suivre des cours dans une école, et au bout d'un moment donné, l'école ne m'a pas plu, en Grèce, parce qu'à l'époque, j'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui, on nous poussait à apprendre par cœur des livres. Et moi, en tant que chypriote, de première nationalité, j'ai appris grâce à mes professeurs de l'époque, à ne pas trop étudier, lire par cœur, mais à raisonner. Donc je suis parti, et puis je suis revenu ici, et puis je suis parti d'ici, je suis allé en France, et puis je suis revenu en Grèce, et à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas, je vais demander quand même la nationalité hellénique. Et à l'époque, pour votre information, pour ceux qui veulent faire des sciences politiques en particulier, les Chypriotes et les Grecs de Constantinople n'avaient pas le droit d'obtenir la nationalité hellénique puisqu'ils étaient les Hellènes de l'étranger. Là, cela constituait une injustice parce que nous ne pouvions pas voter et nous demandions la carte de séjour comme c'est le cas maintenant avec tous les immigrés. Et c'était marrant parce que j'allais demander la carte de séjour et il y avait des gens très gentils qui nous accueillaient pour nous la donner, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas tellement gentils et on attendait avec toutes sortes de nationalités. Et sans vouloir faire de la politique, il y avait une décision entre Constantin Mitsotakis, à l'époque Premier ministre, et Giorgos Vassiliou, président de la République, pour que les Chypriotes et les Grecs de l'étranger, de Constantinople, d'Alexandrie, etc., aient la nationalité. Donc, j'étais parmi les 9 premiers Grecs de l'étranger qui ont obtenu la nationalité hellénique. Et puis après, c'est l'État français qui m'a accordé la nationalité française. C'était plus simple. J'avais oublié, je n'ai pas fait la demande à l'époque, et à un moment donné, j'ai dit, bon, je dois faire la demande. Et tout le monde croyait que je l'avais faite. Donc, c'était une surprise. Bonne surprise. Par quelles étapes êtes-vous passé pour arriver au poste de directeur du service des examens? Pardon? Par quelles étapes êtes-vous passé pour arriver au poste de directeur du service des examens? Oui, c'est vrai que c'est un poste qui a plusieurs casquettes, plusieurs responsabilités, obligations. Donc, avant tout, je suis
et j'étais professeur. Quand je suis venu en Grèce, m'installer provisoirement ou pour quelques jours, j'ai eu un poste de professeur à Athens College, donc l'école américaine. Et en même temps, j'ai eu une proposition de travailler à l'Institut. J'avais les cours de traduction et les cours de supérieur 3 de l'époque. Les cours de supérieur 3, c'était les cours qui octroyaient l'autorisation d'enseigner dans des centres de langue. Mais, lorsque j'ai fait l'armée, le service militaire, j'avais, à l'armée, nous avons le premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. J'avais la chance d'avoir le quatrième bureau. Et le quatrième bureau, c'était le bureau d'organisation. Un bureau qui organise. Donc j'avais cette expérience. Et puis après, comme étudiant, j'ai travaillé aussi dans un hôtel. Donc, l'essence de l'accueil, l'essence d'organisation et le travail de professeur, je crois, sont les atouts qui m'ont permis d'assumer cette responsabilité. Pour être franc envers vous, j'ai eu une proposition à l'époque, il y avait des propositions de travail. Et moi, j'ai refusé. Je dis non, je ne veux pas ces postes, je ne veux pas rester en Grèce, je veux partir en France. Et je suis parti. Je dis non, je suis parti en été et je passais toujours les mois de juillet et les mois d'août à Paris en train de travailler à la bibliothèque. Revenu, j'ai été encore reçu par un directeur de l'époque qui est un philosophe, Michel Guérin. Et à l'époque, nous achetions des journaux. Et j'achetais toujours le dimanche le journal grec Vima et le journal Kathimerini. Maintenant, nous n'achetons pas de journaux. Et il y avait un texte écrit par un autre philosophe ici, Veltsos. Donc, bon, heureusement que je me rappelle les noms. Je me suis amusé à traduire ce texte. Et Michel Guérin avait la traduction. Il m'a dit, écoutez, jeune homme, puisque vous avez réussi à traduire Veltsos, moi je tiens beaucoup à ce que vous acceptiez le poste de directeur adjoint des examens. Il y avait un directeur attaché de France. Si vous refusez, vous allez le regretter parce que vous allez passer votre temps à corriger des copies de jeunes élèves. Si vous l'acceptez, vous pourrez avoir une belle carrière. Je dis, écoutez, je vais réfléchir à nouveau. Le lendemain, il m'a dit, je vous invite dans un restaurant à Exarchia. Et j'étais là avec le directeur des cours de l'époque, le directeur des examens, le directeur de l'Institut. Et à force de manger et de boire, j'ai accepté. Et depuis lors, voilà, il y a cette carrière, mais j'avais mis quand même un certain nombre de contraintes, 10 ans. Je constate qu'en Grèce, vous avez les examens internes et les examens externes, comme s'il y avait deux groupes différents d'élèves. Moi, j'aimerais bien tout supprimer et avoir un seul examen pour toute la Grèce. Il m'a dit carte blanche. Et il y avait à l'époque les DELF et les DALF, que vous connaissez. Il fallait absolument tout restructurer. Donc j'ai eu la chance d'avoir toujours des directeurs avec qui je m'entendais beaucoup. Et je peux parler du dernier directeur, Nicolas Ebelin, une grande personnalité, un homme vraiment lettré avec qui je m'entends à merveille, et avec évidemment tous les ambassadeurs qui se sont succédés. Il y a des ambassadeurs que j'ai connus avant qu'ils ne deviennent ambassadeurs, comme le précédent
ou comme l'actuel, notre ambassadrice, qui soutiennent beaucoup, tous, qui soutiennent la langue française, l'enseignement et surtout les écoles franco-helléniques confessionnelles comme la vôtre. Et en quoi consiste votre fonction? Avec qui collaborez-vous afin d'assurer le bon fonctionnement des services des examens? Voilà, bon, ça c'est une bonne question parce que nous sommes à l'Institut français de Grèce. Il y a plusieurs services à l'Institut. Le service des examens et des certifications est un service qui est rattaché directement au conseiller de coopération et d'action culturelle, le directeur de l'Institut, mais c'est un service qui dépend de la France. Parce que nos autorités de tutelle, c'est le ministère de l'Éducation nationale, Sorbonne Université et partiellement, c'est plutôt une collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc tout ce que nous faisons, ce sont des actions qui sont approuvées toujours par nos autorités de tutelle en France. Il y a l'organisation des examens que vous voyez, l'organisation partout en Grèce. Donc, nous sommes une gestion centrale. Très peu de pays ont une gestion centrale, c'est-à-dire un service centralisé. Par exemple, si vous allez en Espagne, il y a le service d'examen de certification, mais par exemple, c'est différent à Madrid, c'est différent à Barcelone, c'est différent à Valence. Il y a une gestion centrale, mais avec d'autres pôles. L'Allemagne, par exemple, dépend des Länder, dépend de différentes régions. La Grèce a réussi à avoir cette gestion centrale, donc il n'y a qu'un seul service reconnu par les autorités helléniques. Et ça, c'est la partie organisation. À côté de cela, nous avons la formation des professeurs, c'est-à-dire un professeur qui devient examinateur ou qui veut améliorer son enseignement doit suivre les stages que nous animons. J'ai 4 collaboratrices, mais nous-mêmes, nous passons des examens tous les 5 ans. Par exemple, moi-même, au mois de juillet de l'année dernière, j'étais encore étudiant pendant 16 jours à Bordeaux, du matin au soir, et à la fin, j'ai passé encore des examens. Donc, c'est la formation continue. Et nous avons aussi les monopoles de formation des examens de Sorbonne Université, non seulement en Grèce, mais pour tous les pays qui organisent cette certification. Et ça, c'est très important pour la Grèce. Le troisième pôle, parce qu'il y a la formation d'organisation, il y a la promotion des certifications et, in extension, la promotion du français. C'est la raison pour laquelle jeudi matin, j'étais à Samos jusqu'hier soir, parce que là, nous avons fêté les 20 ans de l'adhésion de la Grèce au sein de l'OIF, c'est-à-dire de l'Organisation internationale de la francophonie, et le Centre des langues qui organise des examens, et nous organisons des soirées, non seulement pour parler d'examens, mais aussi littéraires et musicales. Voilà les 3 pôles les plus importants du service. Évidemment, nous avons aussi une gestion financière, en accord avec le secrétaire général, l'agent comptable. Tout doit être contrôlé. Un héros, c'est un héros, on dit en français. Donc, il faut tout justifier. Et à côté de cela, il faut payer les professeurs, les examinateurs, qui sont très, très nombreux. Il y a 1650 professeurs qui travaillent avec nous, dont 484 qui ont le droit d'examiner. Vous imaginez les envoyer en province, organiser. Pour le mois de mai, nous envoyons 339 professeurs dans les différentes villes et îles de Grèce pour assurer et assumer les examens. Je ne parle pas d'Athènes ou de Thessalonique.
En tant que directeur du service des examens, comment se déroule une journée dans votre vie quotidienne? Une journée, quand j'arrive à l'Institut, n'est-ce pas? J'arrive très tôt les matins. Maintenant, tout le monde, malheureusement, l'a appris. Parce que quand j'arrive les matins, je dois voir les courriels les plus importants. Pour votre information, nous recevons en moyenne 1000-1100 courriels par jour. Nous essayons de donner satisfaction, de répondre à tout le monde, mes collaborateurs évidemment et moi-même. De lire très rapidement 2 journaux, Le Figaro et Le Monde, pour savoir ce qui se passe dans le monde, en France en particulier, pour choisir quelques extraits comme sujet d'examen. Donc, si vous lisez ces 2 journaux au moins, vous allez comprendre comment sont choisis les sujets en particulier de Sorbonne Université. Après, je dois faire une mini réunion de 5 minutes pour dire à chacun ce qu'il doit faire tel et tel jour. Une fois par semaine, on fait une grande réunion pour voir ce que nous devons faire pendant la semaine. Et évidemment, après, c'est la porte, c'est sans cesse quelqu'un frappe à la porte, recevoir des gens qui viennent de loin, mais qui n'ont pas fixé des rendez-vous. Mais moi, je suis parmi les gens qui reçoivent les gens, Madame Liangou. Et notre ami ici les savent. Donc, il y a parfois où je dis je vais faire telle et telle chose pendant la journée et j'arrive jusqu'à l'après-midi sans rien faire avec les gens qui arrivent et je dois continuer à la maison. Et le plus important, c'est qu'il faut toujours lire. Il faut toujours lire non seulement l'actualité, mais être au courant de tout ce qui se passe dans les domaines littéraires et artistiques. Et puis, évidemment, d'assister à des soirées. La semaine dernière, c'était la semaine du cinéma, mais en même temps, il y avait la fête de la francophonie par le gouvernement chypriote. Donc, nous avons fait une fête mettant en exergue l'œuvre de Molière. Dimanche, il y avait par exemple le théâtre, il fallait parler des Racines à des étudiants qui ont suivi. Donc, c'est une journée, une semaine pleine, intéressante. Vous vous reposez quand? Alors, pour l'instant, depuis le 23 août, j'ai eu 2 week-ends. Et j'espère pouvoir me reposer un petit peu ce week-end. J'ai une invitation, mais je crois que je vais décliner. Je ne vais pas assister. Alors, vous êtes aussi chevalier, officier et commandeur des Palmes académiques. En quoi consiste ce titre? Alors, vous savez, les titres sont des titres. C'est plutôt la personne qui compte. Moi, je dis toujours, je suis professeur. Les titres, évidemment, c'est plutôt une récompense pour tout ce que chacun fait. Il y a des gens qui méritent plus, qui n'ont jamais été décorés. Il y en a d'autres qui réussissent à le faire. Moi, j'ai eu la chance d'être proposé, comme ça il n'y a pas de problème interne, par la France pour les 3 nominations. C'est plutôt le travail qui s'est fait qui est plus important, c'est-à-dire dans chaque pays et dans chaque rectorat en France, il y a une association. Nous avons l'AMOPA nationale, Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, qui est reconnue par le président de la République, évidemment, un ordre fondé par Napoléon Ier. Nous avons également AMOPA Paris 13, par exemple, Paris 12, Tours, Marseille, etc. Et nous avons aussi 42 associations dans le monde. Il y a l'association La Nôtre, qui s'appelle AMOPA Hellas. Très humblement, je peux vous dire que nous avons réussi à avoir l'autonomie absolue grâce à notre travail et nous sommes considérés comme une association par les droits locaux
C'est ce que j'ai voulu faire, reconnu par la Grèce et dans le monde entier. Nous essayons, par le biais de cette association, il y a actuellement 113 membres actifs. Nous organisons une grande soirée par an avec Sorbonne Université en particulier, littéraire, musicale. Nous offrons des prix, comme c'est le cas tous les ans. Le mois prochain, je serai à Paris. Il y a les congrès international des présidents. Jusqu'à présent, il y avait tous les ans les congrès des membres. À partir de cette année, on fait des économies et ça sera tous les 2 ans. Donc, et il y a un conseil, le conseil de 23 personnes dans le monde qui dirige cette association. L'association a un bureau à côté du ministre de l'Éducation nationale en France. Au ministère, nous avons un bureau et nous avons aussi des bureaux dans le 15e arrondissement de Paris pour la promotion de la langue, de la culture, la diffusion du livre. Et il y a plusieurs manifestations. Voilà, donc je préside cette association depuis sa création, 2006, avec des personnes très importantes, éminentes, parce qu'ils œuvrent pour la promotion de notre belle langue. Alors, quelles sont les principales difficultés de vos fonctions? Alors, les principales difficultés, c'est que je parlais tout à l'heure de gestion. Il faut être très attentif, très vigilant sur les dépenses, les recettes, parce que très souvent, les gens se demandent « mais voilà, nous payons beaucoup d'argent pour les examens, pourquoi pas ?» Mais nous essayons d'ouvrir des centres partout. Vous savez, nous avons plus de centres de passation que les Anglais. Or, l'anglais, c'est la langue obligatoire pour tous les pays. Nous essayons quand même, grâce à cette politique de l'Institut, politique sociale, d'être partout. Donc, la grande difficulté, c'est que les sujets soient bien dans leurs enveloppes correspondantes. On parle des milliers de photocopies. Donc, chaque fois, il y a cette angoisse, ce stress que tout marche. Et que les professeurs soient dans les centres, qu'il n'y ait pas d'absents, qu'il n'y ait pas de malades, que les directeurs des écoles soient gentils envers nos représentants. Donc, il faut une harmonie de travail. Nous réussissons. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de problème. Il y a en même temps la transparence. Et évidemment, la difficulté, c'est plutôt le manque de temps pour moi. Le reste, bon, il y a partout des difficultés. On essaie quand même de faire face à ces genres de contraintes, de difficultés. Mais on y arrive. On arrive toujours grâce à l'équipe qui est là. Vous pourrez voir aux examens. Et il y a une mini-équipe en bas que nous co-dirigeons avec la directrice des cours. C'est pour l'envoi des certifications, l'envoi d'attestations. Et permettez-moi, j'ai oublié aussi une autre fonction. Nous sommes aussi un service de traduction. Nous sommes le seul service de traduction officiel reconnu par l'État grec, le seul service étranger dans un institut étranger. Donc nous avons aussi la traduction de tous vos certificats, vos bulletins de notes pour faire des études en France ou ceux qui ont obtenu leur diplôme universitaire en France ou dans un pays francophone viennent ici pour la traduction. Donc, là aussi, il y a beaucoup de travail. Actuellement, depuis 2 mois, on est envahi par les demandes de traduction et il y a maintenant l'ouverture des demandes de master. Donc, ça continue. Passons maintenant à votre parcours académique et littéraire. Quel a été votre premier contact avec la langue de Molière? À quel moment vous avez senti que vous maîtrisez bien le français? C'est marrant parce que tout le monde croit que ma première langue était le français, or c'était l'anglais. L'anglais à tel point que partout où j'allais, on me demandait « mais pourquoi vous n'avez pas suivi un parcours anglais ?» Donc, quand je suis venu à Athènes, à l'époque, presque toutes les écoles avaient le français comme langue
obligatoire. Or, puisque moi je suis venu de Chypre, on m'a envoyé dans une école où il y avait l'anglais. Donc, je n'ai pas fait de français. Mais, quand je suis rentré à Chypre, vous savez, à Chypre, le français et l'anglais sont obligatoires. Il n'y a pas de choix entre d'autres langues. C'est le seul pays en plus d'Europe qui a le français comme langue obligatoire. Mais les autres avaient commencé le français plus tôt, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, à côté de chez moi entre guillemets, parce que moi je suis né dans la région occupée de Chypre, à Famagouste, et je me suis trouvé après à Larnaca, mais à côté de Saint-Joseph. L'école était à pied. J'ai dit pourquoi pas, je vais suivre en parallèle, et comme ça, j'ai beaucoup aimé la langue française grâce à une sœur particulière à qui je rends hommage, à sœur Françoise. Et j'allais tous les jours, Saint-Joseph à l'époque, c'était seulement pour les filles, jusqu'à 13h30. À partir de 13h30, il y avait des groupes garçons et filles. Et à l'époque, il y avait, Chypre a subi la guerre, mais il y avait aussi la guerre civile au Liban. Et il y avait les Libanaises qui, plutôt les chrétiennes de Liban, qui sont venues à Chypre ayant peur de la guerre civile, qui suivaient des cours qui étaient en internat, à Saint-Joseph. Donc, quand nous avons vu toutes ces belles filles, nous, garçons, qui allions cet après-midi, on s'est dit, bon, on va commencer à parler avec elles pour améliorer notre français. Et comme ça, il y avait ces cursus en parallèle. Après, j'ai choisi aussi une autre langue, l'italien, avec une autre sœur, sœur Antonielle. Et j'ai continué ces cursus parallèles, le samedi également, parce qu'on avait cours le samedi à l'époque. Donc, le samedi après-midi, j'étais aussi à Saint-Joseph. C'est pour cela que quand je venais à votre école et je rencontrais Sœur Espérance, il y avait cette affinité, ce respect entre nous, parce que personne ne l'a dit, mais elle savait que j'étais aussi, moi aussi, un élève de Saint-Joseph. Mais bon, pas comme vous, qui êtes là du matin au soir. Mais là, c'était tous les jours l'analyse logique, l'analyse grammaticale, les extraits littéraires. Il fallait choisir, c'était un texte imposé, c'est beaucoup plus... Sœur Françoise aimait beaucoup Victor Hugo. Donc, il y avait les extraits et il fallait faire l'analyse logique, sujet, verbe, complément, objet, voilà, adverbe, et expliquer toute la grammaire. Donc, je crois que je possédais mieux la grammaire à l'époque qu'aujourd'hui. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je ne voulais pas devenir professeur, mais il y a la circonstance des choses. J'ai eu une bourse de l'État grec, mais il fallait faire le service militaire parce que personne ne pouvait quitter Chypre sans avoir accompli son service militaire. Et le service militaire, à l'époque, c'était 26 mois. Et c'était dur. Je parlais du 4e bureau, mais c'était dur. Parce qu'il y avait, à l'époque, vraiment très, très dur. Et puis, j'hésitais. À l'époque, il y avait aussi les examens pour aller en France. Donc, j'ai passé des examens pour aller en France au mois de février. Et au mois de juin, j'ai dit, bon, je vais passer aussi les examens pour venir en Grèce. Et je vais choisir. Donc, j'avais réussi, c'était l'université Aix-en-Provence. Et ici, j'hésitais entre le droit, la littérature anglaise et la littérature française. Et finalement, j'ai opté pour la littérature française. J'ai terminé un peu vite ici, 3 ans. Et puis, je suis parti en France et j'ai voulu être interprète. J'ai fait mon inscription comme interprète. Et le 4 septembre de cette époque, j'ai reçu une lettre disant « Monsieur, vous ne pouvez pas suivre des cours d'interprétariat
parce que cette année, le grec est supprimé comme langue d'enseignement à l'ESIT. Vous pourrez choisir soit être reconnu comme anglophone langue maternelle, soit attendre 1 an. Et moi, je me suis dit non, je ne vais pas attendre 1 an parce que j'avais passé 2 mois à Paris, à la Sorbonne, avec les cours de littérature et d'histoire de l'art. J'envoie une lettre à l'époque très rapidement. Je ne connaissais pas mon professeur de recherche. J'envoie la lettre. 1 semaine après, il m'a dit, vous êtes reçu. Je crois que c'est plutôt par le parcours de séjour des cours d'été. Et puis, voilà, la vie, c'est un ensemble de hasards. C'est le hasard qui fait que vous devenez telle et telle personne. J'ai horreur maintenant quand je me dis, bon, j'allais être interprète dans une cabine, quelle bêtise. J'hésitais entre l'interprétariat et le théâtre, pour dire la vérité. Alors, quelles difficultés avez-vous, excusez-moi, rencontrées une fois installé à Paris en tant qu'étudiant? Alors, la difficulté... Alors, franchement, je n'ai pas eu de difficultés. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu de difficultés. C'est-à-dire, bon, puisqu'il y avait les séjours précédents et en été, c'était très très bien parce qu'il y avait les cours pendant la journée et les soirs, nous sortions sans cesse. C'est vrai que nous étions un groupe de 14 futurs professeurs ou professeurs, mais les 14, c'était des Canadiens, des Belges, des Suisses, et j'étais le seul étranger hellénophone dans les groupes. Comme ça m'a beaucoup aidé parce que nous, à l'époque, nous avions un professeur, Paul Ginestier, qui insistait sur les nouveaux romans, que je n'aimais pas beaucoup, pour dire la vérité, mais il y avait l'histoire de l'art, j'ai beaucoup aimé. On faisait tous les mercredis, l'histoire de l'art était enseignée dans un musée. Il y avait une dame, je me rappelle toujours le nom, Madame Goldsteiner, qui avait toujours une sorte de baguette quand elle nous parlait. Elle nous disait, mercredi prochain, rendez-vous au Louvre, tel ça. Mercredi d'après, rendez-vous au Centre Pompidou. Et les cours avaient lieu au musée. Donc, vous imaginez tous les musées, et non seulement le mercredi, mais le week-end aussi, il fallait visiter d'autres musées parce que, gare à nous, si nous ne savions pas, si nous ne pouvions pas répondre aux questions. Et il n'y avait pas les smartphones. Maintenant, on trouve tout. Il fallait toujours étudier. Et comme ça, c'était vraiment très, très facile. La vie estudiantine à Paris. Bon, ce qui est difficile, c'était l'argent. Parce qu'il fallait, moi, j'ai travaillé en même temps. J'avais la chance parce que dès que je me suis installé, j'avais des cours. Donc, j'ai enseigné la grammaire, grâce à tout ce que j'ai appris, la grammaire, et après l'histoire, à des jeunes collégiens et lycéens à Paris. Et comme ça, je payais mes études. Vous êtes devenu autonome. Tout à fait. Oui, bien payé, je peux dire, bien payé pour un étudiant, parce qu'il y avait des étudiants qui faisaient de la restauration, d'autres choses. Moi, j'avais cette chance, grâce, c'est pour ça que j'ai dit toujours grâce à cette sœur. Et comme ça, j'avais des étudiants grecs ou français. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais enseigner aux Français? Mais les Français n'étaient pas très forts en grammaire. Comme ça, c'était une occasion de... Voilà. Donc, je vous suggérerais de choisir la France pour des études universitaires ou post-universitaires, parce que vous allez sentir comme si vous étiez chez vous. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est la prise des notes, pour être franc. Parce qu'ils ont tous l'air portables, ils prennent directement des notes, et nos amis grecs essaient de prendre des notes à la main, c'est un peu difficile. Qui vous est arrivé?
Ils y arrivent. Bon, au bout de 6 mois, voilà. Alors, la maîtrise de plusieurs langues étrangères vous a-t-il aidé dans votre parcours académique? Oui, beaucoup. Bon, maintenant, aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas communiquer en italien comme c'était à l'époque. Moi, j'avais la chance de passer des examens. Nous avions des examens d'une langue à l'autre, c'est-à-dire, quand j'ai passé les examens d'anglais, il y avait la traduction, et la traduction, on choisissait la langue de traduction. Donc, je passais du français à l'italien, de l'italien à l'anglais, etc. Pour être franc avec vous, la langue que j'ai abandonnée, c'est l'allemand. Je ne sais pas pourquoi. Je commençais, au bout de 2 ans, je suis complètement abandonné. Mais c'est vrai que passer d'une langue à l'autre, c'est très intéressant. C'est un autre monde et ça nous aide à réfléchir différemment et à accepter tous les gens, tout le monde, car chacun a ses principes, ses habitudes, ses coutumes. Donc, il n'y a pas de préjugés pour tous ceux qui parlent de langue. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi l'œuvre de Proust pour effectuer votre thèse? Vu les dimensions de cette œuvre, comment avez-vous géré son étude et son analyse? Oui, bonne question. Pourquoi j'ai choisi Proust? Parce que c'est vrai que quand je suis allé à la Sorbonne discuter avec mon professeur, parce qu'il m'a posé la même question, il m'a dit: vous avez 1 semaine pour réfléchir, vous pourrez changer d'avis parce que l'œuvre est immense. Je peux vous dire une chose. Quand j'ai lu pour la première fois Proust, il y avait évidemment seulement du côté de chez Swann. Je n'ai pas lu toute l'œuvre. Au moment où je lisais un extrait sur la Madeleine et la mémoire, je me suis souvenu d'un citronnier qui était à côté de ma maison à Chypre. C'était le citronnier de mon oncle. Et j'avais toujours cette odeur de citron. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais complètement oublié ma maison, mon quartier, mon pays. Et du coup, cela a surgi comme la Madeleine de Proust. Et je me suis dit, alors cet auteur, je vais quand même le travailler, étudier. Mais je ne pouvais pas imaginer que l'œuvre était immense une fois commencée. Et je dis à mon professeur, qui était un spécialiste, il n'était pas spécialiste de Proust. C'est marrant parce que le spécialiste de Proust, c'était un autre professeur, M. Michel Raymond, mais il n'avait pas de place. Et j'ai dit, non, je vais le faire M. Bouillet. Lui, il était un spécialiste de Victor Ségalen, un poète. Et je vais le faire. Donc, je commence à suivre les cours. J'ai dit, bon, je ne vais pas y arriver. Et je suis allé voir M. Raymond. J'ai dit, monsieur, je suis grec. Oh, les Hellènes, j'ai fait 2 ans en Grèce, il m'a dit. Et j'aimerais bien avoir l'autorisation de suivre vos cours, même si vous n'êtes pas mon professeur de thèse, de DA à l'époque. J'arrive, c'est pour ça que j'ai choisi cette salle, et la salle à la Sorbonne était comme la salle que vous voyez. Il y avait M. Raymond ici, avec son chapeau, sa canne, une autre époque, un grand admirateur de Gaulle. J'arrive, moi, comme ça. Il n'y avait que des Français, aucun étranger. J'arrive, pareil, je me suis dit, je veux mettre au monde. Et je vois M. Raymond devant toute la salle dit, mon Hélène, venez à côté de moi, à main droite, et vous allez rester ici toute l'année. Je suivis ces cours pendant 3 ans et demi.
J'ai jamais raté son cours, j'étais toujours à côté. Mais chaque fois qu'il me posait des questions, il me posait des questions sur la Grèce antique. Donc, en sortant du cours, j'ai acheté Platon et Aristote au lieu de travailler Proust pour faire face à ces questions. Mais c'était extraordinaire, extraordinaire. Puis je l'avais comme membre du jury, extraordinaire, et d'autres professeurs aussi, mais je crois que c'est grâce à lui qu'il n'enseignait pas Proust en insistant sur le texte seulement, mais au moment où on parlait de Proust, il trouvait un mot et il oubliait Proust, il nous parlait de Pompidou, de Gaulle, de Madame de Gaulle, de la politique, et puis il passait sur Céline, Stendhal, etc. Donc c'était vraiment, on prenait des notes sans cesse et on disait maintenant quel livre il faut acheter. Bon, on va travailler sur Céline. J'avais un ami, Thierry, parce que les autres étaient très âgés. Vous savez, à l'époque, les gens qui faisaient des études post-universitaires étaient très âgés. Donc il y avait moi et Thierry, et c'est un grand critique du cinéma aujourd'hui, Thierry Méranger, qui me disait, mais comment je dis Thierry, tu vas m'aider parce que les autres sont des gens, on parlait des gens de 50 ans, on avait Mademoiselle Fromentin, 82 ans, qui suivait les cours de M. Raymond, donc impossible, on n'osait même pas parler. Et on essayait d'échanger et de courir toujours dans les bibliothèques, acheter des livres. Et là, c'était ça qui m'a beaucoup aidé vraiment pour le reste de ma carrière. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je lis Proust. Et maintenant, actuellement, je lis un livre écrit par un groupe de scientifiques qui s'appelle Proust et le temps. Et ceux qui ont écrit ces livres sont le premier professeur de physique, deuxième professeur de géologie, troisième professeur de chimie, quatrième professeur de mathématiques, etc. Donc Proust, c'est pas seulement les littéraires. Vous savez, les meilleurs lecteurs et critiques de Proust sont les mathématiciens. La notion du temps. Oui. Alors, dans le même contexte, poursuivons notre interview avec vos livres. Je reprends une citation de Proust qui a dit que les vrais livres doivent être les enfants, non du grand dur et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. À quel point cette citation vous a-t-elle inspiré pour le titre de votre deuxième livre? Peut-être, bon, ça c'est une découverte, bravo. Peut-être, vous savez, c'est dans la mémoire involontaire peut-être qui surgit. Je ne sais pas si, bravo, vous avez trouvé cet extrait, mais c'était pas ça, le titre de mon deuxième roman, Les filles du silence. C'est plutôt quand j'ai entendu parler des femmes violées, persécutées et qui n'ont jamais parlé de cela parce qu'elles ont préféré le silence. Et j'ai vu que, par exemple, en 1955, il y avait tout ce qui s'est passé à Constantinople et répété en 1974 à Chypre. Mais personne, parce que ces femmes n'osaient jamais le dire. Et on voit que presque 50 ans après, elles commencent à parler. Parce que ce sont des personnes très âgées, personne ne peut le stigmatiser aujourd'hui, et c'est plutôt ça. Bon, si c'était Proust, peut-être dans l'inconscient, peut-être. Vous savez, très souvent, le silence est plus important que la parole. Alors, lesquels des thèmes que vous abordez dans vos livres vous tiennent particulièrement à cœur? Lesquels? Des thèmes. Des thèmes. Difficile de répondre à cette question. Tout d'abord, c'est à quoi j'ai fait très attention, c'est la langue. C'est la raison pour laquelle vous avez ces grandes phrases et ces temps en français.
le passé simple, le subjonctif plus que parfait, etc. Parce que je conçois la littérature plutôt à la grecque, logotechnia, technitou logu. Mais comme thème, je peux dire, ce sont les jeunes enfants ou les jeunes filles, les dames après, qui errent dans le monde loin de leur pays de naissance. Quel genre d'ouvrage préférez-vous écrire, de préparation aux examens ou littéraires? Lequel est le plus difficile à rédiger? Est-ce que vous pourriez répéter le début, s'il vous plaît? Quel genre d'ouvrage préférez-vous écrire, de préparation aux examens ou littéraires? Ah. Oui, bonne question. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup plus sur la synthèse, comme vous savez, parce que la synthèse, c'est dire beaucoup un peu de mots, donc c'est important. Et j'ai travaillé beaucoup sur les DALF, l'exposé ou l'essai au niveau Sorbonne. Je ne peux pas dire lequel me plaît beaucoup parce que quand je commence à écrire, vous avez vu, ceux qui ont travaillé avec mes livres, j'écris plus par rapport à tout ce qui est demandé aux examens. Oui, j'aime beaucoup, en tant que représentant de certification, je dois être très attentif. Les DALF C2 ou les Sorbonne C2 n'ont pas beaucoup de différences d'approche. Pour les DALF C2, ce que j'aime, c'est cette réflexion comment, à partir des idées des autres, construire un texte avec les idées personnelles. Au Sorbonne C2, c'est vrai que je me sens beaucoup plus libre parce qu'il y a un petit texte très souvent d'intérêt philosophique et historique. Là, je me sens plus libre. Donc, les deux sont différents, intéressants, mais de toute façon, l'objectif est le même. Et ce que j'aimais dans mon livre du Sorbonne B2, le dernier, c'était justement ce travail de la grammaire par le biais des extraits littéraires. Vu la proposition de la nouvelle ministre de l'Éducation, Madame Zakaraki, que le 1er avril soit célébré dans les établissements scolaires helléniques, quels sont vos sentiments compte tenu de votre origine supérieure? La même question m'a été posée hier midi à Samos. Et j'ai dit, enfin, car le 25 mars de cette année, il y avait le défilé de la fête nationale hellénique. Et vous savez, les journalistes ne sont pas toujours très cultivés, malheureusement. Et les journalistes qui présentaient le défilé, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, et vous avez suivi le défilé du 25 mars à la télévision. Le journaliste a dit que Evagoras Palikaridis était pendu par les Ottomans en 1821. Or, c'est le jeune homme, jeune lycéen, lors de la période de la guerre d'indépendance 1955 et la guerre contre la colonisation britannique. Et je me suis dit, quand même, c'est honteux pour ces gens qui sont morts pour la Grèce et qui ont quitté Evagoras Palikaridis, aurait pu continuer son lycée tranquille, aller faire ses études en Angleterre, et il a choisi un autre chemin beaucoup plus dur. Et quand j'ai vu, quand j'ai appris plutôt que Zakaraki a envoyé cette note, je me suis dit, bon, c'est bien pour que ces âmes reposent en paix.
Vous soulignez à plusieurs reprises dans vos livres l'importance de l'éducation dans la vie d'une personne. Oui. Vous dites que l'éducation est le plus important investissement dans la vie. En quoi consiste cette notion pour vous? Alors, je peux vous dire une chose, puisque vous posez beaucoup de questions personnelles. Vous savez, les Grecs posent toujours des questions personnelles. C'est un peuple affectif. Je peux vous dire une chose. Moi, avant 1974, évidemment, à l'époque, il y avait la radio, un peu la télévision, mais c'était plutôt la lecture. Et malheureusement, à l'école, ils cachaient tout ce qui s'est passé en 1922. En particulier, personne ne parlait de la catastrophe de Smyrne ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus tard. Donc, le jour où nous avons quitté notre maison, c'était un mercredi, le 16 août. La deuxième invasion a eu lieu le 14. À 14h15 plus exactement, je n'avais jamais oublié cette date, et nous sommes allés dans les champs. On avançait toujours au nord, on entendait que les Turcs arrivaient, il y avait les avions qui bombardaient, les chars qui arrivaient, et nous sommes arrivés dans un village et nous dormions dans les champs, cachés. On avait peur que ça continue. Et quelques jours après, bon, je vous dis que moi je suis parti, donc je n'ai pas vu tous les restes après, mais quelques jours après, 2-3 jours après, il y avait un ami de mon père qui lui avait dit « Mais tu n'es pas triste ?» Et il a répondu « J'ai essayé de voir si ma famille est en vie, parce qu'on était éparpillés par-ci par-là. Ma sœur s'est trouvée dans la ville de Famagouste, et finalement on l'a trouvée une semaine après parce qu'elle est partie avec d'autres personnes. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de communication. Tout était contrôlé par la junte militaire. Et il a dit, après il était tellement triste, c'est la première fois qu'il s'est trouvé dans un hôpital, mais il n'a rien dit, il l'a caché. Il a dit, le plus important pour moi, parce que mon père avait beaucoup de terres, hein, il a dit, je ne regrette rien parce que le plus important, c'est que c'est le savoir. Et je sais maintenant que mes enfants ne seront pas les serviteurs de qui que ce soit, car la seule chose qui reste, c'est un cerveau. Et le cerveau qui a le savoir peut survivre. Et ça, il le répétait toujours. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois en cela. Car, vous savez, quand on était tout petit, je disais avec mon frère, moi je vais avoir ça, ça et ça. Bon, ça va tranquille, toi tu auras cette maison, tu auras cette maison. On avait une grande maison. La maison du passé, pas avec toutes les facilités que vous avez aujourd'hui, mais elle était très grande. Et après, on s'est dit, on n'a rien. Vous savez, ne rien avoir, c'est du jour au lendemain, personne ne peut le comprendre. Et je me rappelle toujours cette phrase, c'est pour cela que, et il disait toujours, bon, mon père disait toujours, apprenez l'anglais, et les filles doivent apprendre la dactylo. Parce qu'à l'époque, quand il y avait l'ordinateur, la première apparition, il disait, vous avez vu que j'avais raison maintenant. Et c'est important parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus. On ne peut jamais savoir ce qui nous arrive. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la guerre et ils dirigent des pays. Quel conseil pouvez-vous nous donner en vue des examens qui approchent et en ce qui concerne nos choix académiques ultérieurs? Alors, tout d'abord, la première chose, les examens sont adressés aux élèves
dont le niveau de langue est un niveau moyen. Jamais les examens ne s'adressent et ne sont conçus pour les meilleurs. Sinon, on n'allait pas avoir d'examen. Donc, tout le monde peut réussir. Vous, en particulier, grâce à vos professeurs, votre travail, grâce au nombre d'heures d'enseignement que vous avez au sein de votre école. Donc, il faut faire attention à la morphosyntaxe, très important. Il ne faut pas répéter, parce que une fois un argument donné, c'est plus la peine de le répéter. Il faut être calme. Il faut lire les énoncés, c'est-à-dire savoir ce qu'on vous demande. Parce que très souvent, vous parlez d'autre chose, au lieu de rester sur les sujets. Et une dernière chose que personne ne vous dit, c'est d'apprendre la ponctuation. Il n'y a pas seulement le point, il y a aussi les points d'exclamation, le point virgule, le point d'interrogation, la virgule, les deux points, et pour les littéraires, les citations entre guillemets. C'est simple, ce n'est pas tellement difficile. Un examen n'est pas difficile. Croyez-moi, vraiment, ce n'est pas difficile. Comment faire face à un échec potentiel? Il n'y a pas d'échec, tout d'abord. Il y a ceux qui réussissent du premier coup et ceux qui ne réussissent pas parce que ce jour-là n'était pas leur meilleur jour. C'est pour cela que nous avons 2 sessions par an, mais un échec va vous pousser à travailler plus. Et la persévérance, cet esprit de voilà, je vais le faire, je ne vais pas abandonner, c'est très important parce qu'il vaut mieux avoir un échec, comme vous dites, moi je dis entre guillemets, au lycée, ce qui va vous permettre de ne pas avoir d'échec à l'université. Mais l'échec, vous savez, il y a des gens qui ont réussi dans la vie sans avoir obtenu toutes les certifications. Vous savez, ma fille ne s'est jamais présentée au CET2 parce qu'elle avait toujours peur que les professeurs examinateurs ne la reconnaissent. Et quand elle avait obtenu les C1, moi j'étais ailleurs, je lis en bas, dans les annotations, une petite annotation. Cette fille était très stressée et je lui ai offert un verre d'eau et après elle a continué. Donc, vous voyez. Et maintenant, elle est professeure à la Sorbonne. Vous citez dans Les Enfants du Lièvre que vous aviez eu une relation particulière avec l'établissement Saint-Joseph, voire avec Sœur Espérance. Croyez-vous que les établissements comme le nôtre jouent un rôle déterminant dans la formation de la personnalité de jeunes générations? Moi, je crois aux écoles franco-helléniques à tel point qu'il me semble que la personne la plus constante qui a soutenu vos écoles, c'était mon service et moi-même personnellement. Et, évidemment, les rôles changent. Ce n'est plus l'école dirigée par Sœur Espérance. Tout a changé. Je peux vous dire d'abord, parce qu'il y a 2 questions. La première question, pourquoi j'ai cette affection pour votre école? C'est parce que si vous avez lu Les Enfants du Lièvre, je parle d'une sœur qui, grâce à elle, l'école Saint-Joseph de Nicosie est toujours là, même si c'est dans la ligne verte. C'est Sœur Espérance qui ne vous a jamais dit qu'elle a pris les drapeaux français, elle est restée devant l'école et les soldats turcs se sont arrêtés devant elle. Et elle n'a jamais parlé de cela.
avec deux autres sœurs qui étaient là. Sœur Hilary, on connaît cette anecdote, parce qu'anecdote en français, c'est la petite histoire, hein, c'est dans le sens du grec ancien. Écoutez, si ces écoles ne veulent pas être des écoles franco-helléniques et francophones, elles n'auront pas de raison d'exister. Parce que après, pourquoi choisir une école comme Saint-Joseph, Jeanne d'Arc ou de La Salle, si finalement c'est une école qui ressemble aux autres? Je peux aller directement à Moraitis, à Doukas ou ailleurs. Ce qui vous distingue justement, c'est cette spécificité, le fait que le français soit la première langue, d'autant plus que le français est une langue, du point de vue grammaire, beaucoup plus proche de votre langue. Et vous avez cet atout supplémentaire par rapport aux autres, parce que vous pourrez raisonner en français, en anglais, en grec, et vous pourrez étudier en Grèce, en France, en Angleterre. Voilà votre grand avantage. Quand nous imitons les autres, ça veut dire que nous sommes rien. Voilà. Alors, à l'issue de cette interview, si enrichissante, pas seulement intéressante, c'était une interview via laquelle vous nous avez fait découvrir des choses précieuses. J'espère avoir répondu à vos attentes, à vos réponses, même si quelquefois je passe. Non, vous avez partagé avec nous des moments... Oui, parce que des moments intimes, c'est difficile. Oui. Mais j'ai pris, c'est l'habitude. Je vous dis que chaque fois, dernièrement, on me pose des questions beaucoup plus personnelles. C'est vrai que quand, par exemple, si vous travaillez dans un établissement français, si vous êtes en France, rares sont... Les questions personnelles sont d'éviter. Mais quand nous avons des gens qui écrivent, il y a toujours des questions personnelles. Il faut toujours découvrir quelque chose. Pourquoi, par exemple, telle et telle chose a été écrite. Et vous savez très bien que dans mon premier livre, il y avait une deuxième édition différente de la première parce qu'il y avait la censure. Il y avait 4 femmes qui ont découvert que je fais leur description. Le problème, c'est qu'il y en avait 4 et je me dis, bon, chacun s'y trouve, c'est très important. Intéressant parce que vous, puisque vous croyez que c'est vous-même, ça veut dire que j'ai réussi. Mais ce n'est pas vous, puisqu'il y a une autre qui prétend la même chose. Et il y a une troisième qui n'habite pas à Athènes qui prétend la même chose. Donc ça, on cherche toujours à découvrir quelque chose qui est personnel chez quelqu'un. Mais j'étais un peu surpris de la question de la phrase de Proust sur le silence. Je dois réfléchir et voir si finalement c'est dans ma mémoire involontaire. Est-ce que vous préparez un 3e livre? Alors, il faut quand même qu'il y ait une trilogie, n'est-ce pas? Oui. Le problème, c'est que pour la première fois de ma vie, depuis le 23 décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien écrit. J'ai seulement le plan, le titre et les noms des protagonistes. Ça arrivera, je crois. Vous avez tant de choses. Je dois m'isoler en été. Vous avez tant de choses à raconter que vous avez vu, si vous avez vécu tant de choses. Mais il y a beaucoup de monde qui me demande de faire un livre sur les DALF C2 et d'autres qui me demandent l'expression écrite au niveau B2. Et vous savez, parce que j'ai une maison d'édition que j'estime beaucoup, les personnes qui la dirigent également. Ils doivent s'intéresser aussi à leur... bien, parce qu'un livre pédagogique se vend plus, malheureusement, qu'un livre littéraire. Bon, mais je n'ai pas de plainte pour le 2e livre en particulier. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci.